Ariel, de donner un peu votre vision du film, ce qui va passionner les gens en 5 minutes. Et puis ensuite, on va en parler de ça. Donc, Célia, je te propose de commencer. Alors, pour ceux qui ne m'ont jamais encore vu, je promets le cinéma coréen depuis 2011. Et donc, je m'attache en fait à ressortir la coréanité des œuvres, parce que souvent les analyses dans une grille très occidentale, et on oublie qui fabrique le film et quel est son point de vue. Donc, j'essaie toujours de retracer qui parle et d'où il parle. Et je promeux ça depuis assez longtemps via des articles, des entretiens avec des artistes, qu'ils soient réalisateurs, acteurs ou techniciens. Et dernièrement, j'ai fait un dossier sur la science-fiction coréenne que vous pouvez écouter en podcast sur le label C'est plus que de la SF. J'ai fait un article qui en fait analyse d'un point de vue historique, culturel, politique et sociétal comment a été fabriquée la science-fiction en Corée. Donc n'hésitez pas à jeter un œil après pour en apprendre davantage sur des films, je pense que vous n'avez pas du tout vu, parce que hélas, pratiquement tous les films de science-fiction coréens sont des bides, des fours, où ne rencontrent pas le public qui mérite. Je voudrais quand même déjà une petite question à la volée à tous. Pour qui c'était la première fois qu'ils voyaient Snowpiercer? Ah oui, donc très belle découverte. Et bien, je suis très très contente. Ça fera plaisir à Bong de savoir qu'il y a toujours des publics à découvrir ces films, et grâce à la sortie de Mikey 17, de permettre à des nouveaux spectateurs de voir ses précédents films. Première production internationale dans une langue majoritairement anglaise pour Bong Joon-ho. Et pour moi, il est important de vous parler d'où il vient. Et peut-être vous qui venez en fait au ciné-club de la Louvre, vous êtes attaché à des thématiques qui sont sur le manger sainement, le respect au vivant, la qualité que l'on a d'entretien avec notre environnement. Ce sont en fait des thèmes qui traversent toute l'œuvre de Bong Joon-ho. Pas qu'il soit un écologue ultra militant, mais c'est toujours un point de départ pour toutes ces histoires, c'est notre relation à l'environnement, à ce qui nous entoure, à l'altérité qui nous ressemble ou qui nous dissemble. Et pour celles et ceux qui découvrent Bong Joon-ho par ce film, je vous invite vraiment à découvrir ces autres films, parce qu'il y a un thème qui lui est très 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 cher et qui est très coréen, et que vous retrouvez ici, parce que chaque fois qu'il écrit ses scénarios, il a toujours cette attention à ce qu'il y ait une portée universelle, que même des personnes qui ne connaissent pas l'histoire de la Corée soient touchées par le film qui va vous livrer sur cet écran. Ce qu'il faut savoir par rapport à la Corée, c'est que c'est une péninsule dont on a toujours surnommé qu'elle était une petite crevette entre deux baleines, les deux baleines étant l'Empire chinois et l'Empire japonais, et que c'est un territoire qui a été sujet à des grandes calamités, dont les famines et les disettes. Et ça, c'est extrêmement important comme clé de lecture dans toute la filmographie de Bong. Et vous retrouvez, alors je pense qu'entre Mikey 17 et Snowpiercer, il a un film sur la pâte recyclée. Ça, c'est vraiment un aliment qu'on retrouve commun à ces deux films, ces deux coproductions internationales. Mais l'aliment, la nourriture, la rareté des ressources, c'est quelque chose qui le travaille et qui va être le premier ressort scénaristique de sa dramaturgie. Et c'est très important de savoir d'où il vient et de quel pays et qu'est-ce que les Coréens en fait ont traversé. C'est toutes ces périodes de famine, de disette, les ont totalement traumatisés, que ce soit par les occupations des différents empires que je vous ai évoqués, mais la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée entre 1950 et 1953, et toutes ces générations qui ont souffert dans leur chair de ne pas avoir assez à manger. Et ça, c'est vraiment un thème où s'alimenter, se nourrir, manger est fondamental dans tous les films de Bong. En fait, manger est essentiel. Manger crée aussi du lien, permet de rassembler des unités, qu'elles soient la famille, la société, un groupe de personnes. Ça permet de les réunir. Et là, je pense qu'avec cette petite clé, vous entreapercevez tout ce qui se passe en fait dans Snowpiercer.
Et je vous ai apporté, parce que je suis une grande défenseur du service public, donc je fais travailler les fonds de médiathèque et de bibliothèque, et je vous ai apporté d'où vient en fait The Snowpiercer. Pour ceux qui ne le savent pas, ça vient d'une bande dessinée de 30 personnages qui a déjà eu une édition en trilogie dont en fait Snowpiercer est en fait inspiré directement. Et puis si vous avez aimé ce film et vous voulez découvrir un petit peu davantage, Wildstein a fait un coffret vidéo avec en bonus un petit court-métrage juste avant qui parle de Yona, donc la fille que vous avez découverte, qui va introduire le film Snowpiercer. Et si vous voulez aller plus loin dans l'aventure, c'est l'après, alors l'après de la trilogie, l'après du film qui est Terminus, qui va vous expliquer, vous raconter ce qui se passe après, tout ce que vous venez de voir et tout ce que vous allez lire là. Et moi, j'ai toujours cœur à montrer ce qu'il y a dans le fond de nos médiathèques pour valider la politique d'acquisition de notre service public, parce qu'il faut les emprunter pour montrer qu'ils ont fait un bon choix. Et c'est une très belle découverte parce que pour celles et ceux qui n'ont pas lu la BD originelle, sachez que c'est une libre inspiration. Il a gardé l'essence de l'histoire, c'est-à-dire les enjeux sociétaux et sociaux de cette classe, donc la première classe, la seconde classe et puis les wagons de queue. Et il en a fait quelque chose d'extrêmement original, rafraîchissant. Et là, je vais vous emmener dans l'aspect mise en scène. Ce qui fait que c'est un film de Bong Joon-ho. Déjà, je pense que maintenant que vous avez vu ce film, vous n'oublierez plus jamais Tilda Swinton. Elle a une direction d'actrice et de gestuelle que je trouve absolument burlesque et grotesque, qui moi m'avait fait rire la première fois que j'avais vu le film, et je m'étais dit, c'est incroyable parce que Tilda Swinton, à l'époque, elle voulait abandonner le cinéma pendant au moins 10 ans. Et en fait, Bong, qu'elle a rencontré à Cannes, lui a dit, j'aimerais te proposer ce film, ce serait bien qu'on travaille ensemble. Et heureusement qu'il lui a proposé ça, parce que maintenant qu'on l'a vu dans ce film, je ne vois en fait personne d'autre faire le personnage du conseiller Mason. Souvent, ce qu'il est dit de la mise en scène de Bong, c'est que c'est un obsédé de la symétrie, de toujours avoir au millimètre près ses cadres. Son allié, son bras droit, est le directeur de la photographie Hong Kyung-po, que vous avez peut-être vu au travail dans Burning de Lee Chang-dong ou The Soldier de Na Hong-jin, deux réalisateurs que j'aime beaucoup et qui travaillent la photographie de façon organique avec Bong. Et vous avez vu, en fait, le scénario, la narration, c'est toujours aller de l'avant. C'est en fait un élément de langage que vous retrouvez régulièrement dans les dialogues, il faut aller de l'avant. Donc l'idée en fait de Bong, c'était de comment transformer ça visuellement, aller de l'avant, sachant qu'il fallait filmer un train, et les trains sont l'obsession de Bong depuis qu'il est tout petit. Et dès qu'il a découvert cette bande dessinée dans une petite librairie qu'il fréquentait régulièrement, il s'est dit, mais ça m'était destiné. Je vais faire un film de train grâce au transpersonnage. Et donc c'est un projet qu'il a porté pendant plusieurs années. Et la première préoccupation, même avant d'écrire les scénarios, c'était de savoir comment filmer le train, de l'extérieur mais surtout de l'intérieur. C'est un huis clos. Et en fait, il veut vous faire vivre pendant 2 heures un espèce de road movie à travers différents wagons, avec différents protagonistes clés et des univers. C'est pour ça que vous avez une direction artistique qui est particulière à chaque wagon. Mais c'est surtout comment filmer le mouvement. Et des dires de Rochette et de Legrand, quand ils ont vu le film, déjà ils ont été stupéfaits parce qu'effectivement, c'est respectueux de l'essence de leur histoire, mais ça a pris totalement des libertés. Et visuellement, on se dit, il n'y a que Bong pour filmer comme il filme. Peut-être vous vous rappelez de ces plans où on utilise toujours la couleur rouge, le sang, c'est toujours assez marquant. Et il y a vraiment des images que je trouve très puissantes, parce qu'il sait mettre en scène visuellement des choses qu'il n'y avait pas du tout dans la bande dessinée. Et pourtant, on retrouve des lignes de dialogue, des images marquantes du train et de l'intérieur ou des personnages, et il va toujours inventer quelque chose de nouveau. Et dans sa mise en scène, vous avez vu comment il utilise les mouvements de caméra aussi, où il place la caméra, ses angles, et la façon dont il va tourner. Moi, je suis très attentive à ce genre de choses parce que c'est quand même très compliqué de filmer ces huis clos dans un espace si réduit pour vous donner autant
l'impression de, effectivement, anxiogène d'être enfermé dans cette boîte de fer, et en même temps créer quelque chose de spectaculaire, de l'action. Donc ça, ce sont des petites pistes que je vous donne si vous avez des remarques, des commentaires, des questions. Moi, c'est quelque chose que je défends toujours, c'est comment, en fait, un metteur en scène arrive à se saisir d'un élément originel préexistant et peut se donner la liberté. Et toujours, les auteurs lui ont fait confiance, lui ont donné carte blanche. Ça a été la même chose pour Edward Ashton sur Mikey 7. Il lui a donné carte blanche pour faire Mikey 17. Et vous verrez, si vous lisez le livre et si vous regardez le film, pareil. On conserve la quintessence de l'histoire, mais on prend de grandes libertés. Et voire même, on va à l'opposé. Ici, c'est un film plutôt sobre d'un point de vue de la tension sexuelle, alors que la BD d'origine est très, comment dire, sensuelle à certains moments, si je veux parler poliment, alors que Mikey 17, c'est totalement l'inverse. Mikey 7 est très prude, et il a fait un Mikey 17 très érotique, très sensuel, très charnel. Je vais m'arrêter là parce que je vais donner la parole à mon cher ami Ariel pour sa propre analyse. À moins que vous vouliez déjà réagir aux premiers propos de Célia. N'hésitez pas, levez la main, prenez la parole, criez. Je trouve quand même qu'il y a énormément de violence par rapport à... Alors moi je m'attendais à la BD évidemment, qui m'avait j'avais trouvé formidable il y a quoi, 50 ans, 40 ans, mais avec cette mère nourricière qui était là, qui faisait vivre cette espèce d'amas là, qui faisait vivre tout le train. Alors évidemment, il s'est donné des... Mais j'ai adoré le film. Il y a quelque chose de jubilatoire parce qu'il essaie de mettre en image ce qu'on souhaiterait peut-être aussi profondément, une espèce de vengeance par rapport à l'injustice. Et j'en parlais juste avant que le film commence avec Lucie, parce que je sais que c'est la première chose qui choque par rapport à l'adaptation, c'est l'extrême violence. C'est extrêmement sanglant, et j'ai demandé est-ce qu'on fait un trigger warning parce que c'est extrêmement sanglant, mais c'est aussi une aspérité du cinéma coréen que beaucoup d'occidentaux reconnaissent, c'est cette liberté dans la sauvagerie, dans la violence, et qu'effectivement, bon, c'est pas aussi violent que certains thrillers plus connus de Corée du Sud, mais c'est vrai que c'est la première chose qui m'a frappée, c'est l'utilisation du sang et effectivement l'extrême. Et pourtant quelque chose de jouissif, parce que j'en parlais avant qu'on fasse la séance avec Lucie et Ariel, c'est dans la mise en scène de Bong Joon-ho, il y a quelque chose qui pour lui était primordial, c'est que vous sentiez vous en tant que spectateur les mouvements du train. Donc ce pourquoi ils ont tourné à Prague, c'était dans les plus grands studios du monde, c'est que ça permettait en fait une verticale de 100 mètres de longueur pour pouvoir mettre en fait 4 wagons d'affilée, et que ces 4 wagons soient en fait pilotés sur des vérans via un cardan, ce qui permet en fait d'avoir cette perspective quand vous voyez du premier plan de votre caméra jusqu'au dernier plan, vous voyez en fait les mouvements du train entre les 4 wagons. Et je trouve qu'il a su, grâce à cette idée extrêmement arrêtée et cette volonté artistique très appuyée, de se dire je veux le maximum en direction artistique pour vous emmener là-dedans, et je vais vous offrir du spectaculaire, et je vais laisser libre cours à ce spectaculaire par effectivement la violence, qui est très graphique, qui est très extrême. Mais je pense que ça sert le propos qui fait que quand on arrive à Tim enfermé, je crois que c'est l'horreur, c'est le summum de l'horreur. Moi je suis toujours bouleversée par la révélation cannibale, moi je pleure toujours à ce moment-là, et l'apparition de Tim dans la trappe où on se rend compte en fait à quoi ça sert tout ça. Et c'est d'une cruauté, c'est encore plus cruel que la BD, la BD elle est déjà cruelle, mais le film l'est encore plus. Et c'est pour vous montrer à quel point Bong est très attaché à ça, de vous montrer quel est l'œil qu'il a sur l'humanité, le soin qu'il a sur le respect du vivant, quelles sont nos limites. Et je pense que ça va interpeller aussi Ariel, philosophiquement. Merci. Bon,
J'ai pris des notes, c'est tellement un bordel dans mes notes que je vais donc en partie improviser. Alors le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'on a affaire à une dystopie, une contre-utopie, une dystopie sociale. Je voulais juste appuyer quelques éléments, quelques références. Bong Joon-ho est un fan absolu des films de genre, des films de science-fiction, des films d'horreur, etc. Donc, on en parlait là encore, en amont, avec Célia, et elle m'a appris effectivement qu'il avait une collection hallucinante de films chez lui, dont des films français, et beaucoup de films de genre, bien évidemment. Alors, plusieurs points. Ce qui est marrant, c'est que le train avance tout le temps, mais il tourne en rond. De la même façon que c'est la révolution Curtis, c'est ce qu'on apprend à la fin, maintenant c'est plus un spoil, c'est qu'en fait c'était juste l'histoire que le hamster continue à tourner dans sa cage. C'est une métaphore du capitalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une dystopie sociale, qui est une dystopie écologique aussi, de manière encore plus forte que la bande dessinée, puisque dans la bande dessinée, on a du mal à savoir au début d'où vient la catastrophe. Après, il y a eu un préquel en 2019, donc question de date, la BD sort en 1982, le premier tome, et le troisième tome sort en 1984. Le film date de 2013, okay, et la série a commencé en 2019, pour ceux qui ont vu les 3 saisons de la série Snowpiercer, donc sur une célèbre plateforme. Donc, on a affaire à une dystopie, une contre-utopie, qui est une métaphore hyper radicale du système capitaliste, des logiques hiérarchiques, de la féodalité même de cette logique, de ce système, avec cette image, moi, qui me vient sans cesse en tête, j'ai revu là pour la 2e fois le film, voilà, c'est cette idée au fait que quoi qu'on fasse, quoi qu'on arrive, logique de l'écosystème, l'écosystème fermé sur lui-même, le train qui tourne année après année, la seule façon de survivre est de sans cesse faire la même chose. Je ne sais pas si vous avez aimé, pour ceux qui ne connaissaient pas, le personnage de la conseillère maçonne, avec son dentier célèbre et son sourire carnassier. Bon, c'est vrai que j'avoue une certaine affection pour ce personnage, même si je n'ai pas forcément envie de passer un dîner avec ce personnage. Mais c'est un autre débat. Mais son discours au début du film, c'est voilà, chacun à sa place. Donc au fond, ça avance sans cesse. Mais la dystopie, c'est quoi? C'est que quoi qu'on fasse, rien ne peut changer. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les autres films de Bong Joon-ho. Cette logique, quelque part, il y a une dystopie, il y a quelque chose de l'ordre d'un dispositif dont il est impossible de sortir. Et le seul espoir réside dans des anti-héros. Le seul espoir se trouve qu'il est très engagé politiquement, Bong Joon-ho, pas vraiment à la droite de la droite, et qu'effectivement, les gens de rien, qui se révoltent, qui essayent de résister, que ce soit dans Parasite, c'est une évidence pour ceux qui l'ont vu, le film, donc le précédent film qui a eu la Palme d'Or du Festival de Cannes, mais si on prend The Host, si on prend, voilà, on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, qui se ferme sur soi-même. Alors, au-delà de la dystopie, au-delà de cette hiérarchie sociale absolument immuable, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le film qui fait écho à notre aujourd'hui? Et qui fait écho notamment aux imaginaires les plus prégnants, les plus forts, qui sont les nôtres. Déjà, si on se pose la question, on est imbibé d'imaginaire. Moi, je suis de ceux, c'est ce que j'ai écrit dans mes bouquins, dans les imaginaires du futur, dans Philofiction, ceux qui traitent des imaginaires alternatifs pour la planète, qui croient que même si les faits peuvent être différenciés de la fiction, que les deux sont indissociables. C'est impossible de démêler les deux. Dès lors que quelque chose se passe, soudainement on en a mémoire, on se le raconte et ça devient des fictions. Donc de fait, les deux sont indissociables. Et il y a deux imaginaires, une multitude d'imaginaires, mais il y en a deux qui sont très très forts et qui sont d'une puissance extraordinaire, au-delà de la dimension sociale qui est première dans le film, donc dans Snowpiercer. C'est tout simplement l'imaginaire technologique, parce qu'au fond, ce train, tel qu'elle est montrée, avec ses rouages, avec ses dispositifs, c'est une IA. Voilà. C'est une intelligence artificielle, c'est une mécanique dont on pense qu'elle roule tout seul. Mais les IA, il y a tous ces précaires, il y a tous ceux qui sont qui
élèvent les IA qui sont des esclaves de l'IA. Vous savez ça, qu'elles sont élevées, nos IA, les IA génératives. Ça veut dire que derrière le masque de l'omniscience, de l'omnipotence de l'IA telle qu'on l'imagine, il y a des précaires, il y a des esclaves humains, des humains qui servent la mécanique. Et là, comme par hasard, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux gamins qui sont... on découvre que la mécanique ne peut fonctionner sans ces moins que rien, sans ces enfants. Donc on est réellement sur une métaphore de la technologie. Et dans ce cas-là, le plus démiurgique, qui est lié aussi à la religion, la divine machine, le sacré. Aujourd'hui, il y a une religion de l'IA, d'un certain Ledorowski, qui considère que voilà, c'est les IA qui vont nous dépasser. Il y a le transhumanisme. On retrouve donc, au travers de la métaphore de la mécanique, au travers de la métaphore de la machine, l'imaginaire technologique en fait le plus démiurgique, le plus puissant. Mais on y trouve aussi son antithèse d'une certaine manière. L'imaginaire de la technologie, c'est l'imaginaire de dépassement des limites. On y trouve l'imaginaire de retour aux limites. Retour impossible. L'imaginaire écologique, dans sa logique effondriste. La catastrophe, c'est le CW7. C'est-à-dire quelque chose qu'on a envoyé dans l'air, c'est de la géo-ingénierie qu'on a envoyé pour essayer de résoudre le réchauffement climatique. Donc, métaphore du réchauffement climatique. Donc, on a, là encore, une dystopie. On a une œuvre post-apocalyptique, en quelque sorte, qui met en scène notre désastre écologique, qui n'est rien d'autre qu'un désastre social, les deux étant intimement liés. Donc, on retrouve dans ce film, tout comme dans Blade Runner, dans les deux versions, et dans beaucoup d'autres films de science-fiction, ces deux imaginaires qui sont les deux imaginaires les plus puissants, les plus prégnants aujourd'hui, les plus transversaux. L'imaginaire écologique dans ses versions les plus radicales, l'imaginaire technologique dans ses versions les plus démiurgiques. Donc ça, c'est intéressant. Parce que si ça nous parle, au-delà de la violence, c'est justement parce qu'on a cet imaginaire qui nous sidère, cet imaginaire technologique, cet autre qui nous sidère aussi, l'imaginaire effondriste, et si on les met côte à côte, c'est carrément une implosion. Là c'est, en plus, l'un étant contraire à l'autre, et c'est ça qui fait, entre autres, la puissance du film. Et c'est d'autant plus puissant qu'effectivement, ce que réussit, à mon sens, le film, même si on peut se poser la question de savoir, parce que ça pose lui-même aujourd'hui, Bong Joon-ho, est-ce que la dystopie suffit? Vraisemblablement non, d'où la fin peut-être. Eh bien, deux éléments clés qui sont au cœur des œuvres de science-fiction les plus réussies. Il y a au cœur du film une figure de l'impossible. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le film, le scénario, la logique de ce train, c'est une métaphore du capitalisme poussée à un point tellement radical qu'effectivement on se dit que ce n'est pas possible, mais justement, c'est là la puissance de la fiction. Qu'est-ce qui peut nous alerter? Si on répète, si on se retrouve de la même façon dans un film que dans la dystopie qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui, en quoi nos yeux vont être dessillés? Si en revanche on crée une figure de l'impossible, comme les furtifs de la Damasio dans son roman, comme des personnages qui sont très très loin, mais avec un contexte, lui, qui reste d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire du point de vue des relations entre les personnages, totalement crédible et qui nous parle. Si on a ce réel-là des relations entre les personnes, là en l'occurrence une lutte pour la survie, entre autres choses, et qu'on a cette étrangeté radicale, soudainement, le décalage nous fait voir notre quotidien, notre réel. La figure de l'impossible nous permet de lire notre propre réel, et ça c'est primordial, et c'est aussi pour ça que le film, d'une certaine manière, nous touche aujourd'hui encore, à mon sens. Donc voilà, on pourrait dire que la boucle est bouclée, avec ces petites divagations, avec un questionnement, parce qu'on retrouve également dans Mickey 17, qui est celle de l'ajustement. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire naître des utopies, ou de tendre vers quelque chose de meilleur au sein même de la dystopie? Est-ce que c'est pas quelque chose... Aujourd'hui, un grand nombre d'auteurs, d'autrices, de science-fiction, en littérature, même dans les jeux vidéo, et évidemment dans les films, se posent de plus en plus cette question. Voilà. Comment... et ça, c'est effectivement un point qui, à mon sens, n'est pas tout à fait pas facile à résoudre. Avez-vous des questions? Je voulais dire encore autre chose, mais je pense que les questions, c'est mieux. Parce que tout le monde est bavard, et puis après... Oui. Non, c'est comme on avait parlé de films, moi ça m'a fait
penser, si je pense à Soleil Vert aussi, quand il mange cette substance. Je l'avais noté, mais je ne l'ai pas dit. Il n'est pas identifié, enfin ça me rappelle un petit peu aussi le thème de Soleil Vert. Oui, mais de toute façon, il y a des références claires. Là, il y a le thème en fait, la référence du cannibalisme est une référence tout à fait intéressante. On retrouve dans La Route, par exemple, donc de Cormac McCarthy, dans le film de John Nicole de 2009, on retrouve aussi ce cannibalisme. Le cannibalisme signifie très clairement la perte de l'humanité dans notre imaginaire. Et c'est un imaginaire qui est, pour le coup, excessivement radical. Ce qu'il y a aussi qui ferme toutes les portes de l'espérance, là, pour le coup, dans La Route de McCarthy ou le film, moins d'une certaine manière que dans Soleil Vert, c'est que ce qu'il y a de bien ne tient qu'au passé. Voilà, c'est un bunker dans lequel on va trouver du coca, dans lequel on va manger des conserves. Le reste, le monde est gris. Il ne se régénère pas. L'espérance, elle vient forcément de la possibilité d'un monde. Pendant les 99% du film, il n'y a pas de possibilité de monde. On est comme dans La Route de Cormac McCarthy ou de John Nicole. En revanche, la dernière image ouvre un monde. Parce que de fait, s'il y a animal, il y a nourriture, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se régénérer. En fait, c'est la seule clé. En fait, il peut y avoir un monde sans nous, ou quasiment sans humain en gros, où l'humain peut revivre et renaître, mais s'il y a un nous sans monde, ce nous-là, ces humains, ils meurent. Ils ne peuvent pas vivre, puisqu'ils n'ont pas, à part les êtres du passé, de quoi vivre en quelque sorte. Ça veut donc dire qu'on a besoin d'un monde. Et on découvre que ce qui se passe au sein du train n'est pas un monde. Alors, le cas Soleil Vert est tout à fait intéressant. Il y a des tas de références légères du film. Un Soleil Vert sur le fond, à Terry Gilliam sur la forme, La Cité des Enfants Perdus aussi, donc les films de Caro et Genet. Il y a tout un côté farcesque aussi qu'on retrouve dans un type de cinéma. Je cite Terry Gilliam ou effectivement Caro et Genet. Et le rapport à Soleil Vert, effectivement, est intéressant parce que c'est aujourd'hui l'un des films qui a le plus marqué d'un point de vue écologique, à un moment où c'était beaucoup moins fort qu'en 2013. 2013, la logique, la crainte écologique est en 2013 pas aussi forte qu'elle ne l'est, on va dire, depuis quelques années. Donc, mais effectivement, ça justifie aussi du pourquoi de tels films peuvent perdurer et continuer à nous parler. Voilà, c'est cette puissance de la métaphore qui, effectivement, à mon sens, lui donne sa longévité potentielle. Et donc, votre exemple était très juste. Et par rapport à ton sujet sur l'espérance et cette histoire de fin, alors moi, c'est ma lecture féministe, parce que j'essaie d'avoir un biais que j'assume, mais vous retrouvez en fait ce trope assez régulièrement, surtout dans les films contemporains actuels, c'est que vous avez bien saisi qu'il y a des antagonistes toxiques qui sont Gilliam et Wilford qui ont passé un pacte faustien, avec la révélation de ce téléphone en tête, en queue de train, qui assoit cette vérité intolérable pour Everett. Et cette scène d'explosion où Namgong et Everett protègent Yona et Tim, donc deux nouveaux patriarches qui vont se sacrifier. Et c'est la fin du patriarcat, et la dernière séquence se termine avec une jeune femme et un enfant. Et souvent, dans les fictions récentes, c'est souvent la femme qui peut être la clé, la solution à tous les systèmes préexistants patriarcaux, toxiques, qui ont fait que nous en sommes arrivés là. La prédation, l'accumulation, le capitalisme. Moi, j'utilise toujours une formule, j'assume obscène, pour que le monde aille bien, il faut qu'il aille mal, qu'il tourne mal. Donc, il faut toujours qu'il y ait des exploités, des exploitants. L'équilibre, l'écosystème dont il parle, il tient là-dessus. C'est ça, en fait, le mal du capitalisme. Donc là, effectivement, Ariel le disait, c'est appuyé d'une façon radicale. Mais malheureusement, ce que Everett a failli protéger avant la révélation de Tim et Andy, c'est le confort. Qu'est-ce que le capitalisme essaie en fait de protéger? C'est son confort. Et ce que va risquer Namgong le père et la fille Yona, c'est sortir du confort. Et peut-être cette femme, cette jeune femme,
va trouver une nouvelle solution, va trouver un nouveau monde à habiter, un nouveau rapport avec un nouveau réchauffement climatique à venir. Et par rapport à votre remarque sur Soleil Vert, ce film aborde quand même 2 tabous essentiels. Donc on a abordé le cannibalisme, et c'est surtout les enfants. En fait, déjà la tuerie dans la salle de classe, moi j'imaginerais pas dire aux parents des acteurs enfants, cette scène, ça va être une tuerie dans une salle de classe, et que délibérément, les enfants sont complètement cinglés, complètement névrosés, complètement lavés du cerveau, et que, et ça aussi, Ariel l'a abordé, dans cette réalité très crue, vous en avez entendu parler, mais c'est quelque chose qui résonne avec notre actualité, avec l'arrêt des migrants aux États-Unis. Il n'y a plus assez de main-d'œuvre à bas coût, alors qui est-ce qu'on va maintenant exploiter? Ce sont les enfants. Donc il y a un retour au travail, à l'exploitation des mineurs. C'est scandaleux. Il n'y a personne qui se révolte. En fait, moi, c'est ça qui me fait très froid dans le dos. C'est de me dire, en 2025, on légitime l'exploitation des enfants aux États-Unis. Moi, ça me choque énormément. Et ça, pour moi, c'est un tabou. C'est dire, tuer les enfants, exploiter les enfants. La bombe l'aborde déjà dans ce film-là, qui était légèrement abordé, en fait, dans la suite que vous allez découvrir de Terminus, dans la bande dessinée qui va être la suite du film et de la trilogie. Mais ça, c'est un autre tabou auquel on s'attaque, parce que c'est aussi le début de la déshumanisation. Au-delà de manger des bébés pour survivre, c'est exploiter les enfants. Il y a 2 choses qui m'interrogent dans ce film que je trouve intéressantes. La première, c'est esthétiquement. Je trouve qu'il est très irréaliste, surtout. Même je me souviens d'avoir vu The Host, qui est aussi une histoire de science-fiction, ou même Mickey et 17, et ils sont tous réalistes, on a presque l'impression que ce serait possible. Alors que là, il y a clairement plein de scènes, évidemment celle qui me revient dès que je pense à ce film, c'est la scène des cagoules, où c'est absurde leur tenue, mais il y a plein de moments qui sont, on a l'impression délibérément un peu excessifs. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a voulu faire avec ça? Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est un peu plus sur le fond. Effectivement, il critique cet écosystème fermé, mais à la fin, la solution est aussi très radicale. On voit tous les wagons tomber un par un. Il y a une façon de dire rien ne doit survivre de ce qui est resté. Il n'y avait aucune façon de faire une transition adaptée, un peu rationalisée. Est-ce que ça, c'est un message particulier qui va juste le changement, mais le changement le plus radical possible? Je peux commencer? Mickey 17, je ne suis pas sûr que ce soit aussi réaliste que ça, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'images qui sont tout aussi réalistes que dans le film. Simplement, Mickey 17, malgré sa folie, et des moments où j'ai vraiment pensé à Brésil, quoi, et quand même, on va dire, voilà, peut-être qu'il est moins violent, voilà, hein, mais en tout cas, personnellement, je ne crois pas que le message passe mieux lorsqu'on se veut réaliste. Je pense que c'est une erreur. Ce qui doit être réel, et fait réel, c'est les relations entre les personnages. C'est une série de détails. Et je ne pense pas qu'on est plus touché si c'est plus sérieux, plus lent, plus réel. Voilà. C'est ma conviction. Hein. En revanche, oui, il pousse très loin la métaphore. Il en fait quelque chose, il en fait une métaphore radicale, ultime, y compris jusqu'à la fin. Sans doute pour mieux opérer le retournement avec l'ours, entre autres choses. Donc c'est vrai que là, voilà, après il y a des mécaniques de ce type-là qui effectivement sont assez poussées. Ça correspond à un moment aussi, hein, à un moment où on est encore dans l'alerte de façon assez forte en 2013. Aujourd'hui, on est déjà, à mon avis, à la fois dans l'alerte et dans le questionnement. En fait, hein, voilà. Et entre nous, l'une des premières boîtes de Elon Musk, c'est une société qui fait des trains. Voilà, on l'a un peu oublié, on connaît Tesla, mais c'était, à l'époque il était plutôt proche des démocrates et c'était des trains connus. Voilà. Juste une remarque comme ça, hein, au passage, juste pour l'histoire. Mais après, face à un film, on a tous des ressentis différents. Voilà. Donc moi, mon ressenti est celui-là. Voilà, et de dire, mais effectivement, si on prend Parasite ou si on prend Vie Host, en fait, on a effectivement
quelque chose qui est... on prend Mother aussi, on a quelque chose qui effectivement correspond à un film de genre, et qui est plutôt le film, on va dire, le thriller, le film policier, mais avec aussi un côté très très social. Quoi, et on est effectivement sur quelque chose qui donne un sentiment de plus grande réalité. Alors, l'une des explications que moi je donne à ça aussi, c'est là tout se passe à l'intérieur. Alors que lorsqu'on prend The Host, lorsqu'on prend ces films-là, il y a un nombre beaucoup plus important de scènes d'extérieur, en fait, hein, et dans la rue en particulier, qui donne ce côté réaliste, alors que là, on a tout un décor et une mise en scène qui est à l'intérieur. Et comme il n'a pas envie de faire théâtre, il fait du gore, il met en scène quelque chose d'outré, ce qui fait qu'on n'a pas affaire à du théâtre, mais qu'on a au contraire quelque chose de très imagé, avec des couleurs bien particulières, avec une mise en scène, avec quelque chose qui effectivement donne un côté peut-être plus irréel. Je ne sais pas si j'ai répondu. Pour prolonger dans la réponse, en fait, la préoccupation primordiale chez Bong, c'est comment ça va créer de l'émotion. L'image, le mouvement va susciter une émotion qui va vous être unique, singulière, et c'est sa seule préoccupation. Pour certains marketeurs et producteurs, c'est ce qu'on appelle des money shots, c'est-à-dire faire des séquences qui vont tellement vous marquer que ça va vous chambouler, et on va mettre le paquet, on va mettre le moyen. Effectivement, la séquence en 2 temps de la tuerie avec ces mercenaires cagoulés, moi je la trouve fantastique parce qu'on ne s'y attend pas. On ne sait pas ce à quoi on va être confronté parce qu'elle n'existe pas dans la BD. Donc c'est de la pure imagination et c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire en spectaculaire, de plus outrancé, de plus grotesque, et sachant qu'il va essayer de prendre différents régimes d'image, donc que ce soit la caméra, notre point de vue, mais aussi le point de vue d'un des mercenaires, puisqu'on a en fait la caméra infrarouge, donc essayer de différencier les points de vue pour être au cœur de l'action et vous créer quelque chose qui vous sera très particulier. Moi je sais que c'est très malsain, mais moi je jubile à chaque fois dans cette séquence, parce que je me dis, chaque méchant qui peut être trucidé, moi j'aimerais avoir aussi une hache et les découper en petites rondelles et faire durer le plaisir. Mais après, ça c'est aussi quelque chose qui est assez remarqué dans le cinéma de Bond qu'on appelle le Pixari, c'est la rupture de ton. C'est-à-dire que Bond s'attache à toujours mélanger aussi différents registres de ton et de rythme. Et le Pixari, c'est cette rupture de ton qu'il va avoir et qui va vous surprendre à chaque fois et qui va vous emmener dans le grotesque. Il adore ça. Et si vous êtes un fan de Bond, vous l'avez peut-être remarqué, il y a toujours, il adore la musique, il fait beaucoup le montage aussi sur la musique et je ne sais pas comment vous transformer, mais la musique, le son qui annonce cette orgie sanglante, c'est un espèce de... je fais très très mal. Hein. Et chaque fois que j'entends ça, il y a quelque chose en moi qui explose, qui me dit, ça y est, la séquence va arriver, je sais que là, il va y avoir les sauts de sang. Et c'est quelque chose qui me prépare. Et on sait que là, on va aller dans l'outrance. Et dans tous ces films, il y a un moment où la musique, vous allez le sentir, va vous embarquer dans une embardée, que ce soit la poursuite dans Séoul, dans Okja, où il y a la musique. En fait, il aime beaucoup la musique slave et il travaille beaucoup avec soit les Hongrois ou les Tchèques. Et on retrouve ça aussi dans Mikey 17, un moment pareil, c'est une scène de mutinerie. On sent qu'il va y avoir quelque chose, rupture de ton, et là, ça explose. Pareil dans The Host, avec cette famille qui se solidarise à nouveau pour aller sauver l'adolescente, et peut-être si vous l'avez remarqué, si vous avez déjà vu The Host, c'est le même duo papa-fille, à quelques années de différence. Et il y a toujours un moment donné où ça part du grand n'importe quoi, c'est un peu la marque de fabrique de Bond, pour un peu vous sortir aussi de votre zone de confort. C'est propre aussi au cinéma de Terry Gilliam ou au cinéma de Caro et Genet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils poussent l'outrance très très loin. Et si vous imaginez la scène, par exemple, avec les haches et tout ça, si on avait voulu la faire réaliste, la même scène, hein, on veut la faire réaliste. C'est-à-dire, en gros, il y a des gens qui meurent, etc. Ça ferait 10 000 fois plus peur. Ce serait horrible. Une scène réaliste, comme aux news. Donc là, ce serait terrifiant. Donc la seule clé,
pour bien montrer qu'on est dans une métaphore, c'est de pousser l'outrance très très loin pour qu'on se rende compte que c'est une image. Voilà. Hein, voilà, qu'on est au-delà, en quelque sorte, de la mort et de la réalité de la scène. Et si on pense à la réalité de la scène, c'est une tuerie, quoi. C'est un massacre. Purement et simplement. Hein? Il faut qu'on la vit bien comme ça, quand même. Oui, imaginez-la de manière réaliste. Imaginez-la de manière... Il y a quelque chose... Parce que les choses, c'est un peu le cinéma gore est comme ça. Lorsque c'est poussé à bout, on a bizarrement moins peur. Ça nous saisit, évidemment, mais les cinémas les plus effrayants dans le fantastique, c'est quand le lien avec le réel reste très très fort et qu'on a ce sentiment de réalisme, quelque part. Hein, mais on est toujours sur une zone instable par rapport à ça. Autre question, il y avait d'autres questions. C'est pour revenir sur la violence. Alors moi j'ai pas lu la BD et j'ai découvert ce film à sa sortie, j'étais jeune. Mais ça va, j'ai bien vécu. Enfin, j'ai bien vécu. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Vincent qui a pris la parole au début du débat sur le fait que c'était violent et tout ce qu'on a dit depuis, je trouve que, là pour le voir en mise en attention, les premiers sons arrivent quand même tard dans le film. Et c'est vrai que tout ce que vous disiez sur l'irréalisme de cette scène qui est absolument sublime cinématographiquement parlant. Mais en tout cas, là, en le revoyant et avec le recul, je trouve ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point justement ce passage de lutte armée, c'est vraiment pas le truc le plus violent du film. Et que justement, la scène où il parle de cannibalisme, l'enfant qui travaille, et même juste le début, quand on voit leurs conditions de vie, sont bien plus violents et bien plus terribles. Et du coup, est-ce que ça justifie la révolte armée? Est-ce que, bon, ça nous voir, mais en tout cas, il y a justement sa maîtrise du ton et tout ça. J'ai bien l'impression que la façon dont cette scène est filmée, c'est bien pour nous dire que les gens qui choisissent de se rebeller, de se battre et qui sont massacrés, c'est peut-être pas le pire truc qui peut se passer dans une société. Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut dire, mais en tout cas, moi je suis un peu d'accord avec vous. Par exemple, je trouve que la première scène du bras, la scène du bras en fait, au début du film, pour moi, est sans doute la scène la plus violente quelque part. En fait, parce qu'effectivement, elle est proprement terrifiante. Elle installe en fait l'horreur de la situation de domination. Un homme dont on vient d'arracher l'enfant. Voilà, on arrache son enfant et on arrache son bras en le laissant comme ça donc pendant 45 secondes, je crois en fait. Donc, 7 minutes. 7 minutes. Donc c'est 7 minutes d'horreur en fait. Et là pour le coup c'est très puissant en termes Et sachant que cet orifice était prévu pour. En fait, c'est ça qui est dingue. Il se vient qu'on prévoit cette chose pour cette punition. En fait, se dire, mais qui a réfléchi à ça? C'est d'un sadisme et c'est l'apanage des puissances. C'est se dire, c'est quoi notre petit joujou? C'est de pousser les limites de l'extrême. Et en fait, ce qui est fou, et c'est ce qui nous arrive, c'est qu'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est même ça la pire des violences, c'est qu'ils se permettent tout, sans avoir à rendre de compte en totale impunité. Alors qu'un bras, c'est tellement bon à manger. On puisse perdre un bras, en fait. Il y a quelqu'un là. Ah oui, pardon. Une question? Oui, bah vas-y, Gabriel. Oui, moi c'est juste. Alors, moi j'entends, merci pour commentaires, etc. Moi je trouve que c'est éclairant et en même temps. Alors peut-être parce qu'on est en 2025 et que le film date de 2013, mais je trouve que c'est très gros. Enfin, j'entends la dystopie, l'écologie, etc. Mais alors moi, je connais très peu ce cinéaste. J'avais beaucoup aimé Parasite. Je ne retrouve pas du tout l'espèce de switch qui m'avait scotché dans Parasite. Là, je suis un peu... Alors, moi, j'aime pas la violence en plus, donc là, je suis servie. Mais je me suis caché les yeux, je peux pas... Je suis pas comme vous, j'ai envie de hacher menu, moi, j'ai juste envie de disparaître. Mais j'ai du mal à comprendre, du coup... j'ai du mal à... Bon, voilà, bon, c'est pas très simple, comme c'est pas vraiment une question. J'ai du mal à comprendre le film, je crois, parce que je vois même pas le message, à part, ok, on tourne en rond, le capitaliste tourne en rond, je sais pas. Même l'ours blanc c'est trop gros.
c'est juste une... c'est personnel, hein, pardon. Ma question serait peut-être plutôt... du coup, s'il y a une question, c'est plutôt comment lui, il a évolué. Moi, du coup, j'ai vu que ces deux films-là. Est-ce qu'il a une évolution dans son cinéma? Alors, spoiler, la lutte des classes n'est pas son obsession. Je vous assure, il le dit régulièrement, mais c'est toujours le point de départ des analyses, donc c'est pour ça que j'essaie toujours d'accompagner les films coréens pour warning. C'est pas la lutte des classes, c'est un démarrage dramaturgique. Parce que il est tout simplement citoyen de son monde, du monde, il voit ce qui se passe, et il y a quand même des choses qui le choquent. C'est pas quelqu'un de fondamentalement engagé lui-même. Quand il pose la question, il dit « Moi, je ne me sens pas politisé ou militant de quoi que ce soit, mais je suis sensible. » Et en plus, c'est un bon gars. Mais franchement, il est super gentil, adorable. Et quand on avait fait une projection au GJA, je lui avais envoyé une petite vidéo où on voit le générique de fin qui continue le film. Il a été extrêmement touché de voir en fait le visage des spectateurs réagir au générique de fin, qui est aussi quelque chose qui porte un petit peu de réconfort, de consolation. Et c'est rare dans le cinéma de Bong d'avoir du réconfort, de la consolation. Il a toujours cette petite tentation de la désespérance, du désespoir. Mais là, vous l'avez vu, ce n'est pas le cas ici. Et c'est quelqu'un qui est sensible, et je vais vous raconter une anecdote par rapport à Parasite. Pour lui, ce n'était pas du tout un film sur la lutte des classes. Bien que vous l'avez vu aussi en affiche dans le début du film avec la citation de Karl Marx, c'est pas ce qui va faire son leitmotiv en fait dans sa création artistique. Il se rend compte juste qu'effectivement il y a des injustices, et ce qu'il a envie d'écrire, c'est sur cette dynamique. Qu'est-ce que ça va occasionner? Ce qui est très intéressant dans Parasite, c'est de se dire que même entre pauvres, on est capable de se faire du mal. C'est ce que dit Curtis Everett, c'est qu'entre pauvres, ils sont mangés entre eux. En fait, c'est pas tellement la relation du puissant avec le dominé, c'est de voir à quel point un système broie les gens et entre eux se font les pires horreurs. Et je pense qu'il est sensible à ça parce que dans son propre pays, il voit que le néolibéralisme poussé à son extrême a mené en fait des gens à vivre dans des conditions extrêmement effroyables en sous-sol. Alors souvent on dit l'art ne change pas le monde, le film ne change pas le monde. Peut-être qu'il peut changer son monde, mais il y a 2 personnes en Corée du Sud qui ont changé le monde sud-coréen. Bong Joon-ho avec Parasite. Après ce film-là, il y a eu une réforme, effectivement, des conditions de location grâce au succès et à la critique que les spectateurs ont remonté en disant « Mais en fait, c'est fou, en fait, on vient de réaliser que c'est complètement dingue. » Et le deuxième, c'est j'ai un trou de mémoire sur le titre, mais c'est l'histoire du suicide d'une jeune femme qui travaille dans un call center, de Julie Jong, qui avait été présentée à la semaine de la critique il y a 3 ans, et ça avait alerté les autorités de comment on allait réglementer à nouveau les conditions de travail dans les call centers, parce qu'il y avait effectivement un harcèlement, une surcharge mentale effroyable aussi. Donc ces 2 films ont réussi à changer quelque chose, et ils en sont contents, hein, les 2 cinéastes. Mais leur idée, c'était pas tant de porter un message politique ou politisé, c'est juste dire, mais vous voyez dans quel monde je vis, nous vivons. Moi, ce dont j'ai envie en tant que créateur cinéaste, c'est de vous emmener dans la destinée de ces gens-là et de vous proposer de vivre avec eux des émotions que vous n'auriez peut-être pas vécues autrement si vous n'avez pas porté cette histoire. En revanche, sur Parasite, vu que je vous ai dit que le spoiler, c'est pas du tout la lutte des classes, qui est éminemment coréen dans Parasite, donc si vous ne l'avez pas vu, j'espère que ça va vous donner envie de le voir, et pour ceux qui l'ont vu, j'espère que ça va vous éclairer. Mais le film commence avec une roche de collection qui est sortie de son lit de rivière pour être accumulée et prendre la poussière sur une étagère. Au final, le petit-fils de la famille riche qui détient cette collection de pierres se dit « Bon, on n'en a rien à faire de cette pierre, je vais la donner à cette pauvre petite famille de pauvres ».
Et cette famille de pauvres, qui sont les protagonistes principaux de Parasite, se disent mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette pierre? Il y a peut-être moyen de se faire du fric. Donc toujours le raisonnement capitaliste. Mais à partir du moment où cette pierre est sortie de son lit, c'est le début de la catastrophe et des calamités. D'un point de vue visuel et cinématographique, on voit l'évolution de la dramaturgie grâce au ciel. Chaque séquence a un ciel différent et vous allez voir, ça va de plus en plus dans le pire. Et avec un climax, avec inondation, des eaux qui ravagent Séoul. Et le film se termine sur on remet la pierre de collection dans son lit de rivière. Et tout d'un coup, quelque chose change, quelque chose revient, quelque chose retrouve l'équilibre, que ce soit dans la narration ou dans la mise en scène. Et ça, malheureusement, les Occidentaux ne le perçoivent pas, parce que ça, c'est quelque chose qui a trait plus à la, on va dire, à la sensibilité asiatique, à la coréanité, c'est que la pierre, et c'est le titre, en fait, originel du titre de Parasite. Parasite, c'est le titre international, mais le titre coréen, c'est en fait la pierre de la rivière Bidule. Hein. Et donc, toute la destinée des 3 familles qui existent dans Parasite sont liées à la destinée de cette pierre, qui fait qu'il ne sert à rien d'accumuler, d'être des prédateurs, et surtout de rien en faire de cette pierre, et qu'il faut laisser les choses dans leur environnement. Pareil, on reparle toujours de l'environnement, c'est la même chose pour Okja, c'est la même chose pour The Host. C'est quelle est notre relation au vivant, qu'il soit animal, végétal ou humain, et le respect qu'on doit au vivant, tout simplement. C'est ça, en fait, la préoccupation de Bong, c'est le respect au monde, tout simplement. Oui, après, une nouvelle fois, on a tous, heureusement, des interprétations différentes. Ça prouve que c'est un film et pas de la pub. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, à mon sens. Après, mince, j'avais plein de choses à dire, mais mon esprit a vrillé par rapport à... Oui, ce qui est important à savoir, c'est que, effectivement, lorsque Bong Joon-ho fait un film, il n'est pas celui qui, par ailleurs, est un militant politique, puisqu'il est membre du Parti progressiste coréen. Donc, en fait, il fait une différence radicale entre les deux. Parce qu'il est quand même, tu sais, voilà, il est quand même, tu vois, voilà, il est engagé politiquement. Donc voilà, donc il y a pour le coup une vraie différence. Et les œuvres, après, ont leur propre logique. Ce qui font qu'elles vont nous parler ou pas, qu'elles vont... et la logique de Parasite, il y a des points communs, en fait, dans le rapport aux anti-héros, dans le rapport dans le questionnement de l'hiérarchie sociale dans Parasite et dans ce film-là, dans Snowpiercer. Mais c'est clair que la musique de ces films, ce qu'il en ressort, en fait, sans même forcément qu'il l'ait cherché au départ, est différent. C'est une évidence, en fait. Hein. Ne serait-ce que par la violence, que la métaphore est beaucoup plus poussée dans Snowpiercer. En revanche, là où effectivement Célia a raison, c'est que, in fine, le message est fondamentalement écologiste, est fondamentalement dans quelque chose de l'ordre du rapport au vivant. La seule différence entre par exemple le Okja et celui-là, c'est que dans Okja, l'espoir est incarné par ce gros cochon et par les personnages, alors que là, l'espoir est désincarné. C'est-à-dire que, en fait, le message, c'est que tout est déjà mort. C'est qu'une fois qu'on est entré dans ce train-là, dans cette logique-là, il n'y a plus de tension vers quelque chose de l'ordre de la démocratie, de l'ordre du meilleur, et donc, sans même qu'on s'en rende compte, on est déjà mort spirituellement. En fait. On est déjà tous des cadavres en sursis, en quelque sorte. Et c'est ça que si, à mon sens, moi c'est comme ça que je l'interprète en fait. Hein. Je vais faire chacun peut l'interpréter différemment, mais vous me demandiez quel était le message. Le message, c'est pas forcément lui-même qui le trouve, c'est lui, le spectateur, qui va induire un message qui n'était pas forcément le sien. Donc vous avez le vôtre, chacun le sien. Moi, le mien, il serait plutôt celui-là, en fait, hein, qui serait de dire, voilà, c'est le sort de la métaphore d'une mort spirituelle dont il est quasiment impossible de sortir, et effectivement, il le met en scène avec une certaine esthétique, pour le coup. S'il n'y a pas de message, il y a au moins un point commun, c'est qu'il veut toujours que son film ait une portée universelle, même si le point de départ peut être très local. Ce qui l'a énormément surpris, c'est lorsqu'il y avait des discussions hors des séquences de tournage,
pendant les pauses avec l'équipe et les techniciens et les acteurs, c'est qu'ils se sont tous rendus compte que ce film qui est sur une révolte, une rébellion, une révolution, eh bien, les chefs de poste avaient tous vécu eux-mêmes dans leur propre pays un moment de révolte, de révolution, de rébellion. Bong Joon-ho fait partie de la génération qui était un jeune étudiant, qui était tout jeune et témoin des massacres de Gwangju en 1980, qui a fait beaucoup de morts parmi les étudiants qui se sont rebellés contre l'État dictatorial. La chef costumière, elle est d'origine irlandaise. Elle était en fait la voisine d'un des membres de l'IRA. Elle l'a vu le Bloody Sunday. Le chef d'écho, qui est d'origine tchèque, lui aussi, il avait 2 ans au moment de la révolution de Prague, mais il avait vécu d'autres révoltes estudiantines dans son pays, et ils discutaient de ça, et ils se rendaient compte qu'ils avaient tous vécu un moment fort de leur histoire collective et personnelle, et que c'est ça qui les a aussi réunis dans ce film, c'est qu'ils se sont révélés, ils avaient ce point commun. Rochette le dit lui-même aussi, que lui, il avait vécu un moment de rébellion avec une manifestation où il y a eu des blessés et un mort, et quand tout le monde a fait son petit compte, il s'est rendu compte, bon, je ne vais pas en rajouter mon lot, on a assez de tragédies comme ça, mais ils se sont tous rendus compte que chacun avait vécu dans une histoire individuelle et collective ce moment de révolte. Et c'est ce qui fait plaisir à Bong, c'est de voir qu'en fait sa petite histoire peut toucher chacun à un moment donné, mais sur des thématiques très différentes. Vous, c'est la violence qui vous a heurté. Moi, je sais que, bon, je le dis avec délice que c'est jubilatoire, mais je sais que la première fois que j'ai vu, ah ouais, c'est sacrément violent, je ne m'attendais pas à ça. Et comme Mikey 70, je lui dis, ah purée, c'est sacrément sexuel. Alors que Mikey 7, la chouette, c'est extrêmement prude. Même la scène de Triolis, il dit, ouais, il s'est passé ça, mais je ne veux pas en parler. Donc c'est hors champ. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la violence qui me revient juste à l'esprit, c'est que Bong ne voulait pas filmer les pires violences. En fait, il a donné ce travail-là à Rochette. En fait, tous les dessins que vous voyez dans la direction artistique du film, donc le Sir, en fait, c'est pas Rochette, le comédien qui fait le peintre, l'artiste, qui fait les dessins de Timmy et de Andy, c'est un acteur anglais, mais tous les dessins qu'il exécute, en fait, c'est Rochette. Bong a demandé à Rochette de faire tous les dessins et de dessiner toutes les violences que Bong ne voulait pas filmer, justement. Et c'est pourquoi on se rejoint sur l'outrance, c'est ce que vous voyez dans les scènes de tuerie, c'est de l'extrême, c'est de l'outrance, c'est extrêmement graphique, mais si on fait un arrêt sur image de la petite alcôve du peintre, on voit tous ces dessins, et en fait, ce sont ces fameuses scènes de rébellion, de massacre, de la révolte des Sept, de cannibalisme, etc. Et dans le coffret, justement, que vous pouvez trouver en boutique ou en médiathèque, c'est justement tout le travail des dessins qui sont là pour montrer en fait toute cette violence que Bong ne voulait pas filmer, et Rochette a livré des dessins. La consigne de Bong, c'est « fais-moi quelque chose de violent, sale et horrible ». Et en fait, Rochette a été reconnaissant parce qu'il a été extrêmement reconnu en tant qu'artiste dans sa liberté de s'exprimer et de créer. Et Bong est revenu vers lui avec ses dessins en disant « Ah ben c'est pas assez sale, est-ce qu'on peut rajouter de la crasse ?» Et Rochette a dit « Oui, vous faites ce que vous voulez maintenant de mes dessins ». Et du coup, c'est l'équipe des accessoires et des chefs, du chef déco qui se sont permis de rendre le rendu à l'image encore plus sale, plus crassou, avec la bénédiction de Rochette. Donc, en fait, la vraie violence qu'on évoquait, eh ben, elle existe, mais subrepticement dans les dessins. En fait. Et ça, c'est une espèce de violence réaliste, entre guillemets. Ce sont les dessins de Rochette dans la direction artistique. Est-ce qu'on a une dernière question à conclure? Ou tout le monde a tout dit? Ah, il y a quelqu'un qui est tout au fond là-bas. Merci beaucoup. Je n'étais pas toute seule tout le temps, il y avait beaucoup de monde. Du coup, je voulais vous parler de Rochette, justement.
c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de liberté par rapport à la BD, et en même temps, à la fin, effectivement, cette ours, moi, il me fait tout de suite penser à Rochette et à toute son œuvre à lui. Je me demandais si vous avez des infos là-dessus, s'ils en avaient discuté. Alors en fait, ils n'en ont pas tant discuté que ça, parce que tout simplement, en fait, Bong a déjà découvert la BD tout seul dans son coin, dans cette petite librairie, qu'il a lu tout d'un trait et qu'il a demandé à acheter les droits en fait en 2004. Bon, apparemment, Casterman ne répondait pas à cette époque-là aux sollicitations des producteurs. Au film, qui est en fait Park Chan-wook, celui qui a fait Rock Boy, par exemple, ou Decision to Live. Et donc, au bout de 2 ans, ils ont réussi à joindre Casterman à pouvoir avoir les droits officiellement. Mais en fait, Bong a eu accès à cette bande dessinée par une bande dessinée pirate traduite sans autorisation au niveau des droits. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Bong s'est déjà fait son petit délire dans sa tête par rapport à ce qu'il avait plu, c'est-à-dire l'aspect mécanique et les éléments très graphiques du train, qui lui avait beaucoup plu, de se poser des questions de mise en scène par rapport à un huis clos. Et après, il a fait en fait un autre film, Mover notamment. Alors, il avait commencé déjà par présenter The Host à Cannes, puis après, il a commencé la production de Mover, donc c'est passé beaucoup d'années. Et Bong ne parlait pas super bien en anglais à cette époque-là. Et autant Rochette que Legrand, il ne parlait pas du tout coréen. Donc en fait, il n'y a pas eu de communication avec eux. Il y a eu des rencontres. Donc une préliminaire avec Legrand à Cannes, quand il a dit bah, « moi je suis intéressé pour faire une adaptation de Transpersonnage ». Il n'y avait même pas le titre Snowpiercer à l'époque, hein, il a été décidé assez tardivement. Et de temps en temps, Bong donnait des nouvelles sur l'avancement du projet. Donc c'était surtout des questions de pré-production, parce que c'était la première fois qu'ils se confrontaient à une coproduction internationale. Donc il fallait faire très attention parce que en fait, les systèmes ne sont pas les mêmes. Les Coréens, ce sont des gens d'une totale servilité en termes de travail. Il n'y a pas vraiment de régime respecté en termes d'horaire, de conventions. Dans le milieu du cinéma, ils peuvent travailler la nuit et 20 heures sur 24 s'il le faut. Ils sont tous, on va dire, menés par ce grand projet de film. Alors que là, ils sont confrontés à des équipes internationales quand ils tournaient en République tchèque, et ils se rendent compte qu'en fait, les Français, les Australiens, les Tchèques, les Anglais, les Américains, eh ben, ils ne voulaient pas travailler plus de 12 heures par jour, par tranche de 24 heures, qu'il fallait respecter leur pause déjeuner, etc. Donc, il y a déjà eu tout un moment où il a fallu se poser la question de c'est comment on va travailler ensemble, comment on va monter ce projet financièrement, assurer des bonnes conditions de travail à tout le monde, choisir le lieu du tournage, etc. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de contact entre Rochette et Legrand. En revanche, quand ils se sont vus la deuxième fois, à nouveau à Cannes, là, il leur a dit, bon, ça y est, c'est parti, on va pouvoir commencer à vous envoyer quelque chose, et c'est le scénario. Le problème, c'est que le scénario a demandé 1 an, mais il n'y avait toujours pas d'image. Et eux-mêmes n'avaient pas envoyé, en fait, quoi que ce soit. Tout tient, en fait, dans la bande dessinée et le délire de Bong dans sa tête. Et c'est après, quand ils ont été conviés, on va dire, à la dernière minute, à une convention de manga, bande dessinée à Séoul, ils se sont rendus compte qu'il y avait une véritable ferveur et culte autour de la bande dessinée. Ils se sont rendus compte que les Coréens s'intéressaient à la... Et c'est là qu'on pu commencer à s'échanger des conversations, avoir une traductrice qui parlait super bien coréen et français, et enfin se changer des idées, des notes d'intention entre eux. Mais il a fallu en fait 6 ans pour arriver déjà à échanger sur l'aspect artistique graphique. Et puis bon, c'est quelqu'un qui a une totale maîtrise de sa mise en scène, donc il dessine lui-même, il storyboard tout lui-même, donc il se prépare énormément en avant, et la seule chose qu'il est demandé à Rochette, c'est justement de faire ses dessins pour le personnage du peintre. Il lui a donné carte blanche. Donc en fait, Rochette n'a eu aucune influence directe sur le scénario, sur la destinée dramaturgique et narrative du film, ni même sur le plan de fin, même si on sait qu'il aime beaucoup les animaux, les loups et tout ça, et ses succès avec Elfran. Et en fait, c'est totalement décorrélé. Autant Bong a un total respect de la création de Rochette et lui laisse carte blanche, et en même temps, lui, il est tellement méticuleux et
obsédé par les détails qu'en fait tout est déjà travaillé en avance et l'équipe qui travaille avec lui sait ce qu'elle aura à faire le jour même avec tous les détails de la mise en scène, et c'est ce qui permet aussi, si on veut proposer des choses aux débeautés, et ben Bong est ouvert à la discussion pour savoir s'il peut s'adapter, intégrer une proposition ou si on reste sur le plan qu'il a conçu la veille avec toute l'installation, parce que c'est une énorme machinerie qui était ce film. Et en fait, Rochette n'a pas eu du tout d'insight, de proposition. C'est ce pourquoi, quand il a vu la première fois le film à Séoul, il a été choqué et bouleversé parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ses libertés, en fait. Et en même temps, il reconnaissait l'histoire de Love, en même temps, il reconnaissait certains éléments visuels de la bande dessinée, et il a été extrêmement ému. Merci à Célia, merci à